Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis. Je voudrais tout d'abord remercier Dario Mantovani et Xavier Prévost, les organisateurs de ce magnifique colloque, qui m'ont demandé de parler de Cujas, des auteurs italiens et de l'Italie, sauf Turin. Alors, je m'excuse, mais je ne parlerai pas de Turin parce qu'il y avait une relation sur Turin qui sera donnée aux actes de colloque. Et devant parler de Cujas et de son rapport avec aux auteurs italiens et à l'Italie, j'ai adopté un double point de vue qui correspond au flux mutuel de relations entre la France et l'Italie au temps de l'essor de l'humanisme juridique, sans négliger le développement ultérieur de cette relation. Comme l'ont montré de recherches anciennes et nouvelles, je me réfère bien évidemment surtout à la vaste monographie de Xavier Prévost. Il est nécessaire d'insérer l'expérience académique et scientifique de Jacques Cujas dans le grand flux d'hommes, d'idées et de livres qui s'est produit entre l'Italie et la France dans la première moitié du XVIe siècle, qui constitue le véritable berceau de l'humanisme juridique. Si Avignon a constitué un lieu éminemment propice à la fermentation des idées d'Alcia, et si Bourges a acquis, après l'arrivée d'Alcia, le statut de centre principal de l'humanisme juridique entre les années 30 et 40 du XVIe siècle, Toulouse a été au centre d'une tendance visant à réélaborer le modèle venu de Budé et d'Alcia et à donner une empreinte originale à la nouvelle façon d'étudier et d'enseigner le droit. Lorsque le jeune Cujas entre comme étudiant à la faculté de droit à Toulouse, est déjà le théâtre d'un débat scientifique et culturel animé destiné à aboutir très bientôt à une extraordinaire croissance intellectuelle qui est l'emblème de toute une époque de l'histoire de la culture juridique. Alcia vient d'Italie. Et de la tradition italienne, bien entendu. Son œuvre, on a écrit, pose le fondement de l'humanisme juridique, mais ne rompt pas brutalement avec la tradition italienne. C'est pourquoi, à l'image d'Alcia, le premier jurisconsulte humaniste français n'adopte pas tous une posture si tranchée à l'égard de la doctrine médiévale, à tel point qu'ils ont pu être qualifiés de conciliateurs. Dans la première moitié du XVIe siècle, l'attrait exercé par la tradition italienne est encore très fort, et au cours des années 30 et 40, ils sont encore nombreux ceux qui partent en Italie par faire leur formation initiale reçue en France. C'est par exemple le cas d'Arnaud de Ferrier, qui quitte Toulouse pour Padoue, où il obtient son doctorat en 1533. De Ferrier est le maître auquel Cujas attribue toute sa formation, au point de l'élever dans son célèbre discours de Bourges du 22 septembre 1556 au rang de son seul et unique maître. C'est sans doute la revendication d'un héritage scientifique, parce qu'il est évident qu'il a eu d'autres professeurs. Et il est surtout évident que Cujas a respiré l'air de l'époque et s'est nourri de débats sur la méthode des études juridiques dont de traces subsistent encore 30 ans après dans son Oratio de ratione docende iuris, le discours de Bourges du 10 octobre 1585. De Ferrier aussi vient d'Italie.
Lorsqu'il obtient un enseignement de droit civil à Toulouse en 1537, il apporte avec lui la double empreinte de la tradition italienne et de l'expérience des exilés pour des raisons à la fois religieuses et culturelles. Ces allées et venues entre la France et l'Italie caractérisent sa longue vie jusqu'au milieu des années 80. Il faut donc peut-être attribuer à son école et à son entourage la nature médiatrice de l'humanisme juridique toulousain, à mi-chemin entre Mos Italicus et Mos Gallicus. On peut parler, comme l'a fait récemment Géraldine Casals, d'un Mos Tolosanus, où l'on se souvient à la fois de nouveaux maîtres comme Alcia ou comme le Toulousain Jean de Boissonnet, et des anciens maîtres de la tradition italienne, à commencer par Bartolo et Balde, pour finir par les épigones contemporains du bartolisme. La meilleure expression de cette tendance médiatrice est le prestigieux docteur Boissonnet, professeur de droit civil à Toulouse, peut-être déjà en 1525, il est très jeune, ami et correspondant de Budet, d'Alcia, de Marot, de Dolé, de Rabelais et d'Erasme, lui aussi, comme son ami de Ferrier, a un pied en France et un autre en Italie, où il séjourne au début des années 30, poursuivi par des accusations de sympathie pour la Réforme, déménageant de Turin à Padoue. À Padoue, avec du Ferrier, il a fréquenté l'université en faisant des voyages à Venise, à Bologne, à Sienne, à Pérouse, à Rome, avant de revenir à Toulouse en 1533, tout comme Alcia a quitté Bourges pour prendre possession de la chaire de droit civil de Pavie. À la manière d'Alcia, Boissonnet écrit à son ami de Ferrier « Ego totus sum in meo accursio » « Je suis tout entier dans mon accurs ». Actif à Toulouse jusqu'en 1539, date à laquelle il devient conseiller du Parlement de Savoie et Chambéry, Jean de Boissonnet a écrit Géraldine Casals, côtoie les humanistes le plus marquant de sa génération. Comme le montre bien sa très riche correspondance des années 1533 à 55, conservée dans le manuscrit 834 de la Bibliothèque municipale de Toulouse, il est le représentant de l'Académie toulousaine le plus conscient de l'importance de la nouvelle direction humaniste des études juridiques. Et si, comme je le crois aussi avec Géraldine Casals, il faut compter Cujas au nombre des élèves de Boissonnet, on peut imaginer que pour le jeune Cujas, la relation avec Boissonnet et son entourage avait une grande importance, surtout si l'on pense à l'un des épisodes les plus significatifs de la vie de l'Université de Toulouse dans les années qui coïncident avec le début des études juridiques de Cujas. Je me réfère à la présence à Toulouse du juriste et réformateur religieux Matteo Gribaldi Moffa et au cours qu'il a tenu entre 1536 et 1537 sur la méthode des études juridiques dans le sillage de l'enseignement d'Alcia. On a rapproché la carrière académique de Gribaldi de celle d'Antoine de Gouveia, d'abord cours libre à Toulouse, puis acquisition à Cahors de chaires abandonnées, lorsque des propositions plus avantageuses viennent d'universités plus importantes, plus libérales. Son livre De metodo ac ratione studendi in iure, publié à Lyon en 1541, était dédié aux élèves qu'il avait eus à Toulouse 6 ans auparavant, ce qui place son enseignement à Toulouse un peu avant la rencontre de Cujas avec Duferrier. En effet, dans une lettre de 3 octobre 1536 adressée à Boissonnet depuis Lyon par Étienne Dolé,
le charge aussi de saluer Gribaldi, mofe nostro viro doctissimo et amico suavissimo. Dans la préface de sa Méthodus, Gribaldi écrit que ses auditeurs toulousains avaient été si intéressés par sa doctrine parce qu'ils avaient compris que la tradition italienne n'était pas celle de jurisconsulte rétrograde de générations antérieures, mais un véritable exercice de recherche de causes et de rationes. Gribaldi n'était pas de plus intransigeant dans la rénovation des études juridiques, ce qui explique son amitié avec Boissonnet, parce que ni l'un ni l'autre était partisan d'une insurrection en forme contre le bartholiste. Toutefois, son livre condamne les erreurs d'interprétation en droit civil causées par l'ignorance de la philologie et de l'histoire. Il fait l'éloge du travail de Bolognini, de Boudet, de Zasius, d'Alcia, de Aloander, en insistant sur la nécessité d'un fondement historico-philologique de l'interprétation, et donc sur l'urgence d'une révision critique de la jurisprudence justinienne. Avec Laurent Valla, Gribaldi répète que sans le latin, toute doctrine est aveugle, surtout dans le droit civil. Son œuvre exprime le désir de réunir l'héritage scientifique du bartholisme avec la nouvelle acquisition du mouvement humaniste. Parmi les caractéristiques de l'œuvre de Gribaldi, il y a aussi une première tentative de palingénèse qui s'exprime sous des formes encore incertaines, dépourvues de la systématisation opérée par Cujas une génération plus tard. Donc, la relation de Cujas avec l'Italie commence à Toulouse et auprès de personnalités proches de Gribaldi comme Boissonnet et Duferrier. La Méthodus de Gribaldi, issue de l'enseignement toulousain, ouvre une nouvelle saison du genre littéraire de libelli de modo studendi et docendi in iure, dont on peut dire qu'elle se conclut à la fin du siècle par les discours de Ratione docendi iuris de Cujas, 1585, où Cujas nous livre la véritable formule de son expérience scientifique. Cujas refuse tout dogmatisme en matière de méthode, comme a montré le livre de Xavier Prévost. Il se méfie de la littérature de son temps, et s'il n'y a pas une seule voie pour savoir comment bien enseigner et comment bien apprendre le droit, il y a pourtant le sens commun et un ensemble de règles pour l'interprétation, généralement observées même dans les universités d'Italie et d'Allemagne. L'idéal de Cujas est avant tout un idéal de clarté et de retour aux sources dans la recherche de la ratio iuris. Le juriste ne doit rien transmettre d'obscur en droit, a fonte bibatur, que fluit. Il faut boire à la source, Cujas répète avec Martial, avant de faire l'éloge de Pandecte florentine et de la pureté qui rend inutile tout commentaire à l'italienne. Alors, l'éloge de la breviété savante, de glose en tant qu'interprétation essentiellement grammaticale, s'accompagne de déclarations visant à s'éloigner de la verbosité typique des épigons de l'école bartholiste jusqu'à réduire l'enseignement de sa méthode à un très bref complexe de règles déontologiques. L'opinion de Cujas concernant glossateurs, commentateurs, comme Xavier Prévost l'a démontré, apparaît bien plus nuancée que la conception traditionnelle de Mos Gallicus ne le laisse supposer, parce que la place dévolue aux glossateurs s'accompagne de façon régulière d'une véritable défense de leur travail. Et la compilation d'Apurs apparaît comme la référence fondamentale à la réflexion de Cujas.
C'est pourquoi il place Curse au premier rang des interprètes, qu'ils soient grecs ou latins, comme on lit dans le 3e livre de Observationes. Cujas reste donc le plus souvent mesuré, dont, je cite, dont se critique à l'encontre de glossateurs et même dans l'utilisation limitée et critique de commentateurs. L'analyse de plusieurs passages de son œuvre montre que Cujas a pris au sérieux le mot d'André Alcia dans sa célèbre lettre à Boniface Amerbach, où le grand juriste humaniste dit « Cum Bartolo luctor, je lutte avec Bartolo ». Cujas connaît la nécessité de maîtriser la jurisprudence médiévale au moins tout autant que les lettres, et cet aspect, comme nous a rappelé Xavier Prévost, pourrait surprendre, mais la lecture de son œuvre montre combien il est imprégné de l'héritage de siècles passés. Ce n'est pas par hasard que les résultats de son travail sont très souvent partagés, même par ceux qui, entretenant une relation ambiguë avec la tradition italienne et l'humanisme juridique, ont parfois été comptés parmi ses adversaires jurés. Je me limite ici au cas le plus important parmi ceux concernant deux Italiens hors d'Italie, qui est celui d'Alberico Gentili, juriste de l'école bartoliste, défenseur du mos italicus dans ce dialogue de Iuris Interpretibus, publié à Londres en 1582, écrit contre l'humanisme, mais dans un latin humaniste parfait, et dédié à Robert Dudley, le premier comte de Leicester, le favori de la reine Elisabeth Ier, et le chancelier qui installait Gentili à Oxford comme Regius Professor of Civil Law. L'œuvre de Gentili est le véritable point de départ du lieu commun qui radicalise l'opposition entre Mos Italicus et Mos Gallicus. C'est lui qui a transformé l'humanisme juridique en un parti, le parti des Alciatiens, Novam instituit sectam Alciatus, écrit-il dans le premier de ce dialogue. Et c'est toujours Gentili qui a réduit l'opposition de Cujas aux Italiens à l'ensemble des épithètes offensives dans la célèbre dédicace de Paratitla. Et à ceux rappelés par Baudin dans la dédicace latine de la République à Pibrac. Il s'agit sans doute d'exaspération, visant surtout à montrer que Cujas n'a rien fait d'autre que de s'approprier de solutions déjà offertes par la doctrine d'Accurse, de Barthold, de Balde, de Jason del Maino. Une forte dissidence distingue la pensée de Gentili de celle de Cujas jusqu'aux dernières pages De Iuris Interpretibus, où une plaidoirie vive contre Cujas et les autres représentants de la méthode philologique érudite est élaborée. Il faut pourtant reconnaître que ce sont précisément les œuvres de Jacques Cujas qui sont le plus citées par Alberico Gentili, très souvent en adhérant à sa doctrine, dans la rédaction de plusieurs de ses œuvres ultérieures, et en particulier dans son œuvre majeure, le De Iure Belli de 1598, où les citations et les références aux observationes, aux paratitla, même, sinon surtout, aux commentaires de Cujas au Decretale et au Libri Feudorum, offrent à Gentili le moyen d'articuler certaines parties fondamentales de son texte sur le droit de guerre. Voilà ce qui peut expliquer
le succès italien de Cujas et la diffusion de ses œuvres dans le cercle de juristes, de praticiens, le plus sensible aux instances de renouvellement de droit pendant le XVIIe siècle jusqu'au début du XVIIIe, concernant l'interprétation dont le plus notable celui provoqué par Muratori et son pamphlet sur les défauts de la jurisprudence en 1742. Il s'agit de nouveautés en Italie, du néo-humanisme, un humanisme en retard. Mon ami et collègue Italo Birocchi a écrit à ce propos que vers la fin du XVIIe siècle, dans divers centres de l'Italie, il y a eu un renversement de la tendance à la crise de l'enseignement universitaire et le signe sans équivoque d'un renouveau des études juridiques ont commencé à apparaître. Ce renouveau s'est développé avec la reprise de canons méthodologiques humanistes, référence à l'exégèse fidèle de normes du corpus justinien, exaltation de l'interprétation historique et des outils correspondants, linguistiques et littéraires, avec une critique parallèle de méthodes scolastiques et un soutien ouvert à la jurisprudence de la scuola culta. La philologie redevient à la mode en tant qu'instrument de liberté intellectuelle, et la figure de l'érudit encyclopédique se révèle capable de trouver le droit dans les sources du passé. L'imprimerie se joint à ce mouvement en rééditant de nombreuses œuvres des humanistes qui sont souvent devenues classiques, précisément dans les éditions italiennes, nombreuses, surtout au XVIIIe siècle. Il en est de même pour celle de Cujas, trop liée à la tradition de commentateurs et à l'enseignement bartholiste pour que leur prestige est immédiatement affecté par le nouvel vue. La culture juridique italienne était restée largement étrangère, non seulement aux aspects les plus radicaux, ou pour ainsi dire éversils de l'humanisme juridique, mais aussi à l'œuvre médiatrice d'Alcia. Cet ainsi a écrit un grand historien de droit comme Riccardo Restano. C'est ainsi que dans son introduction à l'étude de droit romain, c'est ainsi que lorsque les nouvelles vues se répandent avec retard, même en Italie, pas même alors en général, le mérite ne revenait à Alcia, mais au nom prestigieux de Jacques Cujas. Les exemples les plus significatifs de cette réception, qui est d'une importance diverse selon les différentes traditions et les situations académiques locales en Italie, montrent justement un retard historique dans l'assomption de motifs caractéristiques de l'humanisme juridique en général, à l'exception des œuvres de Cujas, qui devient peu à peu le famoso Cujacio, l'impareggiabile Cujacio, rappelé aussi par Muratori dans son Dei difetti de la giurisprudenza, c'est-à-dire le célèbre Cujas, le représentant hors pair, impareggiabile, d'une érudition capable de bien interpréter le vrai sens de loi, objet de discussion dans tout le projet de réforme modéré en Italie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La culture juridique tourinoise, par exemple, était bien sûr plus affectée par la conception transalpine que par celle mûrie en Italie, à tel point qu'on a pu parler de l'existence d'une école juridique italo-française, comme en témoigne la présence de personnalités proches du mouvement humaniste, ou même appartenant pleinement à celui-ci, comme Nevizzano d'abord, et ensuite Gouveia
et Panciroli ou ses élèves, qui écrit des livres avec des titres comme Paratitla superquinque libros decretalium, animadversiones ignure, qui s'inspirent clairement aux œuvres de Cujas. On peut dire la même chose d'autres auteurs peu connus, comme Onorato Leonardi, et surtout comme le président Antoine Fabre, lui aussi élève de Panciroli et auteur d'une œuvre cujassienne, le Conjecturarum Iuris Civilis Libri, dont une première édition fut publiée en 1581 et la dernière notablement enrichie en 1605. Jacques Rinin a écrit que les Conjectures de Fabre sont des livres de rupture. Leur importance dans l'histoire de la critique des interpolations a été tout à fait reconnue. Cependant, il faut rappeler que la culture juridique à Turin était fortement orientée vers la pratique, avec des juristes renommés tels que Cravetta ou Caccherano d'Osasco. Et il n'est peut-être pas exclu que la prévalence de cette caractéristique ait eu une part de responsabilité dans la motivation de Cujas à rédiger la célèbre invective anti-italienne de la dédicace de Paratitla. On peut retrouver le trace d'une réception active de l'œuvre de Cujas aussi dans le domaine vénitien, où Padoue continue d'être un centre de culture hétérodoxe, même après la conclusion du Concile de Trente. C'est à Padoue que Giulio Pace adhère à la Réforme en écrivant une Oratio de Iuris Civilis Difficultate ac docendi Metodo, d'évidente orientation vers la scuola culta. Et son De Iuris Metodo de 1597 est une sorte de manifeste de nouvelles tendances herméneutiques du XVIe siècle. Ce n'est donc pas par hasard que Pace est allé occuper en 616 à Valence l'enseignement qui avait été celui de Cujas, qu'il avait toujours admiré, et que 4 ans plus tard, en 1620, Sarpi l'a appelé à Padoue. Sarpi lui-même est un bon témoin du rôle que la doctrine de Cujas joue dans un contexte européen au début du XVIIe siècle, puisque c'est sur les juristes français et sur Cujas en particulier que Sarpi s'appuie dans ses interventions de consultant théologique à l'occasion de l'interdit contre la République de Venise, exhortant le Sénat vénitien à redimensionner le pouvoir de la papauté. À l'exception de quelques personnalités mineures de la culture juridique romaine méridionale de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, il y a un Virginio Boccacci, lecteur assidu et admirateur des observations de Cujas, et il y a d'autres juristes méridionaux dont les études sont fortement influencées par la méthode historico-juridique de la scuola culta et de Cujas en particulier. C'est vers l'école pisane et surtout vers le milieu juridique napolitain qu'il faut se tourner pour apprécier l'entrée du modèle cujassien dans le débat doctrinal en Italie. C'est déjà évident dans l'enseignement pisan de Niccolò Bonaparte, 1581-1644, à qui est attribué le mérite d'avoir initié une école pisane de droit, basée sur des méthodologies néo-humanistes. Son élève Bartolomeo Chesi, dans ses Interpretationes Iuris,
a raconté la découverte des œuvres de Cujas, diffusées ensuite par Bonaparte parmi ses collègues et élèves, abandonnant la méthodologie traditionnelle et favorisant l'étude directe de sources, intolérant aux procédures exégétiques de Mos Italicus. Chesi était lui-même une figure importante de la renaissance de la culture juridique de la Toscane grand-ducale du XVIIe siècle. Ces interprétations juris sont un recueil d'études sur divers passages du digeste, publiés à Florence en 1650 et encore à Livourne en 1657, qui sont l'expression de l'école historico-critique pisane, inspirée à la fois par Jacques Cujas et par la méthode rationaliste de Galilée. Mais si la Toscane grand-ducale présente un cadre de renouvellement considérable au XVIIe siècle, un autre est beaucoup plus riche. Le panorama de la culture juridique napolitaine et méridionale, répandu surtout dans les écoles universitaires et dont l'activité de praticien est capable d'exprimer des personnalités parmi les plus grandes du siècle en Europe, comme celle du cardinal de Luca et de Francesco d'Andrea. C'est ce dernier qui a introduit la pratique de citer Cujas et de suivre plutôt le principe de la jurisprudence savante que les opinions communes, à tel point que d'Andrea doit être considéré comme le point de départ de la jurisprudence moderne du Sud en Italie. Au nombre de ses élèves se trouvait Pietro Giannone, l'un des protagonistes de la pensée juridique et politique du siècle, avec Gravina, et Vico, avec son traité De Nostri Temporis Studiorum Ratione, 1708, encore une fois, un équilibre entre Accursien et Alciatien. Gian-Vincenzo Gravina a été l'un des représentants les plus significatifs du renouveau de la science juridique qui a eu lieu en Italie vers la fin du XVIIIe siècle, avec la reprise des canons méthodologiques humanistes et la renaissance d'un esprit critique de dimension européenne. Dans ses Orationes, il rejette la méthode scolastique, distingue deux classes principales de juristes, l'une que l'on peut référer à Kurs, l'autre à Alcia et à Cujas. Avec un jugement équilibré, il souligne aussi que les deux classes devaient être prises en compte, car la première préparée pour l'usus, la pratique, l'autre pour la scientia. Le chef-d'œuvre de Gravina sont les Origines Iuris Civilis, un ouvrage publié à Naples en 1703, mais publié entièrement un peu plus tard en Allemagne, en 1708, dans un circuit européen. C'est une fresque consacrée à l'histoire du Ius Civile Romanorum qui avait pour toile de fond à la fois les expériences historiographiques de l'humanisme du XVIe siècle et la production récente consacrée à des disciplines individuelles. L'œuvre de Gravina, très estimée par la doctrine napolitaine, qui aimait le jugement critique, mais tendant à la récupération de la tradition du Mos Italicus, fut un succès européen. La question de l'interprétation a été au centre de tout le débat entre les écoles juridiques du XVIIe et XVIIIe siècle en Italie. L'école napolitaine a contribué aussi à ce débat avec des représentants mineurs tels que Francesco Maradei, Marcello Marciano, Nicola Capasso, Carmine Fimiani, Tommaso Briganti, et surtout à l'époque la plus connue de ces controverses initiées par Muratori et son traité déjà mentionné de Difetti della Giurisprudenza, 1742, avec des personnalités majeures comme Francesco Rapolla et Giuseppe Aurelio Di Gennaro, largement cités par Muratori dans son traité. Depuis 1703, Muratori avait parlé de défauts de la science juridique, présents en particulier dans la pratique, en raison de l'abus des interprétations, et en 1726, il avait rédigé une proposition de réforme adressée à l'empereur Charles VI. Écrit en italien tranchant et direct,
les traités sur les défauts de la jurisprudence ont dénoncé le mot de la justice, identifié dans la prolifération des opinions doctrinales, dans l'incertitude des règles, dans la durée des procès et finalement dans l'arbitraire. La polémique de Muratori contre les excès d'interprétation a donc abouti à une attaque contre les décisions arbitraires de juges et à un appel aux législateurs pour soumettre l'interprétation judiciaire à une discipline normative. Dans ce contexte, dans le chapitre 5 de l'ouvrage delle leggi romane e dei loro interpreti, Muratori rappelle la polémique contre les erreurs d'interprète de Mos Italicus, renvoyant le lecteur aux œuvres de Cujas e des autres représentants de l'umanisme juridique. L'opere del famoso Cujacio d'Antonio Fabro, di Dionisio Gottifredo ed altri, etc. Les éloges étant répétés un peu plus loin à propos de l'érudition de Cujas, en bien entendre le vrai sens de loi des anciennes, l'impareggiabile Cujacio. À la louange, cependant, Muratori mêlait tout son scepticisme quant à l'utilité de l'érudition pour guérir le défaut de la jurisprudence, considérant l'ancienne érudition simplement comme un accessoire, un bel ornement d'une profession qui, même sans elle, aurait pu être exercée avec un jugement juste. L'œuvre de Muratori s'inspirait de la première idéologie de la codification du XVIIIe siècle, celle pour laquelle la codification est une technique juridique au service d'autres techniques juridiques politiquement indifférentes et sert la certitude du droit déjà en vigueur, sa préservation et en général l'ordre pacifique de l'État. Le défi muratorien a été immédiatement relevé, en particulier à Naples, où le professeur est également avocat et les avocats également professeurs. Le juriste Giuseppe Pasquale Cirillo, partisan des idées de Vico, élève de Capasso et principal collaborateur des projets de réforme de Bernardo Tanucci, mais aussi le plus proche de l'esprit de Cujas dans ses recherches de nature palingénésique sur les digestes et les basiliques, fut le premier à répondre en 1743 avec ses observationes en défense de la jurisprudence romaine. Une réponse moins polémique fut celle de Di Gennaro, l'auteur d'une Respublica Jurisconsultorum très imaginative, citée par Muratori, avec le traité delle viziose maniere di difendere le cause nel foro, publié à Naples en 1744. Parmi les interlocuteurs de Muratori se distinguait surtout Francesco Rapolla, 1701-1762, qui avait publié en 1726 un traité de jurisconsulto, qui, sur la base de l'œuvre de Cujas, a constitué le véritable manifeste de la scuola culta napolitaine au début du XVIIIe siècle. Rapolla ne niait pas que de nombreuses parties du Ius civile étaient désuètes et pourtant insistait sur l'idée qu'il était nécessaire d'étudier l'ensemble des lois, précisément à des fins pratiques. L'ouvrage fut reimprimé à Naples en 1766, en 1792 et fut traduit en allemande, évidemment parce qu'il était considéré comme emblématique d'une approche qui mettait l'accent sur le rôle de la doctrine. En 1744, Rapolla répondit à Muratori, défendant le rôle pédagogique du droit et des études d'interprétation. Rapolla était un représentant du néo-humanisme dans la phase où celui-ci, soulignant l'importance d'une armure technique et critique, exerçait une fonction de propulsion culturelle et scientifique. La controverse avec Muratori, à laquelle la réponse de Cirillo avait déjà contribué en 1743, était suivie
d'autres interventions telles que celle de Briganti, expression d'un ferment de la culture juridique napolitaine et méridionale naissant de l'héritage de Vico et de Giannone, d'Andrea et Gravina. Et si la controverse moratorienne a fait consensus, par exemple de la Sicile d'Agostino Pantò ou jusqu'au 31 Carlantonio Pilati, qui dans ce raisonnement cite Cujas avec le même scepticisme que celui des Muratori, le voix de l'humanisme juridique renaissant ont encore été entendues. Par exemple, dans les travaux de Venanzio de Mais, qui était professeur de droit civil à Pavie jusqu'aux années 70, et qui en 1738 publia à Milan ses Institutiones Iuris Naturae et Gentium, ouvertes à la pensée de Grotius et de Pufendorf, à côté de celle de Mos Gallicus et en particulier de Cujas. Je conclus. C'est ainsi, je crois, que Cujas a devenu Cujacio. On pourrait dire, non seulement par l'italianisation de son nom, mais aussi dans une sorte de naturalisation au sein de la culture juridique italienne du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ce qui explique aussi la diffusion des œuvres de Cujas par les éditions italiennes du XVIIIe siècle. Une de ces éditions a été exposée hier à l'exposition à la bibliothèque Cujas. Naples, 1722-1727, Naples, 1758, Venise et Modène, 1758-1783. Ces éditions italiennes, comme l'a rappelé Xavier Prévost, sont complétées par un outil de recherche impressionnant par son étendue, le Promptuarium, un grand Promptuarium en 2 volumes in folio, réalisé par l'avocat, un praticien, par l'avocat Domenico Albanese, qui paraît en 1763 à Naples, comme appendice aux compilations précédentes, accompagné d'une préface qui soulignait l'éloge d'Accurs par Cujas, en rappelant aussi le vers de Martial cité par Cujas dans son discours de Bourges de 1585, expression de son idéal de clarté et de retour aux sources, a fonte bibatur, que fluit. Les centaines et centaines de pages de tableaux renviennent aux commentaires de Jacques Cujas sur les fragments du digeste, les constitutions du code, les nouvelles, le paragraphe des instituts de Justinien, le texte de droit canonique et féodal dispersé dans le 10 volumes des œuvres. En plus de ce table, la seconde partie du 2e volume reproduit des ouvrages de jurisconsulte relatifs aux travaux de Jacques Cujas. On y retrouve ainsi le texte sur la controverse avec Jean Bodin, élaboré par Alexandre Scott. Domenico Albanese ajoute aussi des écrits de Montméry et de Domenico Gentile, ainsi qu'un débat entre plusieurs jurisconsultes sur la validité de l'interprétation cujasienne. 1763. L'intérêt pour l'utilité du promptuarium sont très claires. L'utilité du promptuarium conduit l'éditeur de Modène, par exemple, à les réimprimer en 1795 afin de compléter sa propre compilation. L'intérêt pour les œuvres de Cujas continua à se manifester en Italie bien au-delà du XVIIIe siècle. Jusqu'en 1836-1844, lorsque apparaît une nouvelle version des œuvres complètes. La dernière édition intégrale des œuvres de Cujas en Italie date de 1874. Le droit civil italien a été déjà publié.
lorsque 1874, lorsque l'Union de typographes turinois Durand de Pédon-Lauriel font paraître à Turin et Paris une reproduction du recueil de Prato en 9 volumes. Le cercle, pour ainsi dire, s'est refermé. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup pour cette communication extrêmement riche qui prouve à nouveau votre maîtrise de la doctrine d'Ancien Régime et qui illustre parfaitement ce que ce colloque cherche à faire et qui montre toute la dette justement que la fabrique du grand juriste doit à l'Italie, non seulement par ses éditeurs et très largement, on ne l'a pas assez souligné, donc merci de l'avoir fait à nouveau et comme c'est lié à une exposition dans une bibliothèque, c'est important qu'on parle évidemment du livre et du rôle des éditeurs et puis évidemment le rôle des auteurs italiens extrêmement important dans la diffusion de cette pensée. Et puis un petit mot aussi pour dire que vous avez souligné qu'on a beaucoup parlé de Cujas romaniste, mais que dans les versions médiévales du Corpus Juris Civilis, il y a aussi du droit féodal, que Cujas a un grand rôle de féodiste, et puis est aussi un petit peu un canoniste, et que cela a contribué à sa diffusion.